Madame, Monsieur, bonjour. Patrick Beaubé est à la tête de Bordeaux Métropole depuis 10 mois. Élu en mars dernier suite au départ d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel, Patrick Beaubé, également maire du Bouscat, gère les intérêts de 28 communes et un budget de plus d'1 milliard d'euros. Patrick Beaubé est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Patrick Beaubé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors, je viens de le dire, vous avez pris les commandes de Bordeaux Métropole il y a 10 mois. C'était en mars dernier, suite au départ d'Alain Juppé. Est-ce que la fonction est plus difficile à assumer que vous ne l'aviez imaginé ? Non, je me préparais à tout, donc comme ça on n'a aucune surprise de fond. Non, c'est important, c'est capital, c'est passionnant, c'est véritablement passionnant, c'est très instructif également, c'est lourd bien sûr, mais c'est tellement palpitant qu'on a plaisir à le faire. C'est aussi important que je l'avais espéré. Voilà. Alors c'est une grosse machine, on va faire cette comparaison-là. Il faut combien de temps pour rentrer vraiment dans la compréhension du système ? Honnêtement, j'ai mis entre 3 et 6 mois. Au bout de 3 mois, je me sentais plus à l'aise. Et au bout de 6 mois, j'ai l'impression d'avoir à peu près compris le fonctionnement. L'intérêt, c'est qu'au bout de 6 mois, les dossiers reviennent. On revoit les interlocuteurs, on reprend les choses un peu là où on les a laissés, mais on connaît l'histoire. Donc c'est quand même un peu plus simple. Il y a moins de travail de fond. Voilà, on connaît les dossiers. C'est important. Au bout de 6 mois, on est à peu près à l'aise. Alors vous venez de le dire, il y a un gros travail de fond qui vient d'être fait. Il faut 6 mois pour commencer à comprendre les dossiers. Donc ça veut dire quoi ? Vous n'êtes pas là que pour gérer les affaires courantes ? Ah non, bien sûr que non. Non, j'ai clairement dit. Moi, je me suis inscrit dans les pas d'Alain Juppé de manière tout à fait évidente. Je partage tout à fait toutes les décisions qui ont été prises, tous les objectifs qui ont été définis. Je les partage, je les poursuis en même temps, mais à ma manière, à mon rythme, avec ma manière d'être, et en me projetant aussi sur l'avenir. Je ne suis pas là qu'en remplacement. Même si, vous le savez très bien, je ne brigue absolument pas un nouveau mandat. Alors c'est important de le redire, puisque là, on voit bien que vous installez dans cette fonction, vous y prenez du plaisir, vous jetez à cœur perdu dans cette mission-là. Ça ne vous donne pas envie, justement, de poursuivre l'aventure ? Alors, non, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que pour que les choses soient bien suivies, c'est important qu'on ait un président ou un maire, d'ailleurs, qui s'inscrive dans la durée quand même, surtout quand on arrive. C'est pas pour faire un mandat de 2 ou 3 ans. Ce qui serait mon cas, si je repartais à la présidence, ça serait forcément que pour un mandat de plus, maximum. Donc, moi, je crois qu'il faut s'inscrire dans une durée un peu plus importante. Et je souhaite vraiment que ce soit quelqu'un de plus nouveau. Un mandat de plus, c'est déjà pas mal. Vous commencez, vous le dites, il faut du temps pour se mettre dans la fonction. Si vous aviez une ambition de continuité, ce ne serait pas illogique. Oui, mais je n'ai pas cette ambition, précisément. Non, moi, j'ai l'ambition de servir, surtout, et je pense que dans vous n'avez pas cette ambition où on vous fait comprendre que ce ne sera pas possible ? Ah non, personne ne m'a dit au-delà que je m'y mette. Non, c'est pas ça. Non, c'est moi qui l'ai décidé, d'ailleurs, quand Alain Juppé est parti, il a pris la décision le 13 février. Nous sommes rencontrés le 14 février avec toute notre équipe autour de lui. Comme manifestement beaucoup de nos amis souhaitaient que je remplace pour cette année, j'ai clairement dit, moi, je suis tout à fait d'accord pour cette année-là. J'y mettrai tout le cœur qui est le mien, et vous le savez, l'énergie et la compétence viendra, mais dans un an, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je souhaiterais que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le relais, parce que ça me paraît bien qu'un nouveau président s'inscrive dans une certaine durée, ce qui ne serait pas mon cas si je repartais pour 6 années. 6 ans, ça passe vite. Alors nous allons revenir sur les ambitions évidemment de la métropole bordelaise tout au long de cette émission, mais tout d'abord quelques mots sur ce qui fait l'actualité sociale et politique du moment, bien évidemment la réforme des retraites. Depuis presque plus d'un mois, le projet d'Emmanuel Macron crispe une partie de la France. Comment ressentez-vous cette crise ? Qu'en pensez-vous ? Moi, je la ressens avec un peu de tristesse, parce que je trouve j'ai l'impression qu'on a manqué quelques rendez-vous dans cette histoire-là. Je crois que j'entends tout à fait la difficulté, la détresse même parfois de nos concitoyens. Je comprends que se projeter comme ça, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'angoisse derrière tout ça, et on a manqué des rendez-vous, d'explications, de concertation, de dédramatisation aussi qui n'ont pas été faits. Alors ça, c'est sur le point, sur la communication, mais sur le fond de la réforme. Que pensez-vous de cette réforme ou de ce projet annoncé par Emmanuel Macron ? Oui, une réforme, elle est nécessaire. Il faut réformer pour plusieurs raisons. L'espérance de vie augmente, donc le temps de retraite sera d'autant plus long qu'on avancera dans les années qui sont devant nous. On voit bien qu'en termes de participants, de salariés qui participent à la répartition de ces retraites, il y en a plutôt de moins en moins que de plus en plus, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a moins de cotisants en nombre de retraités qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans. Évidemment, cette réforme, elle se justifie, elle est nécessaire.
Mais il faut aussi se concerter et que chacun ait un rôle d'ouverture et surtout de transparence et d'honnêteté intellectuelle en expliquant les choses. C'est-à-dire que abandonner le système universel, c'est ce qui vous paraît logique, ou en tous les cas, ou aller vers le système universel et rompre avec les régimes spéciaux, c'est ce qui vous paraît le plus cohérent aujourd'hui? Oui, mais alors il faut le faire par étapes, parce que c'est sûr que les régimes spéciaux, on voit très bien certaines caisses sont tout à fait excédentaires. On va leur demander de donner tout cet excédent à d'autres caisses et l'État va mélanger tout ça. Je pense que les personnes qui ont cotisé pendant 40 ans, 42 ans de manière excédentaire vont avoir l'impression d'être quand même maltraitées. Je crois qu'il faut le faire par étapes, en expliquant pourquoi les choses doivent se passer comme ça. Il faut du temps. Ça ne peut pas se faire en une année. Il faut laisser le temps à ce que les choses se passent tranquillement. Et concernant les préconisations, concernant justement l'âge de départ à la retraite, selon vous, quel est le bon tempo? Quel est l'âge de départ à la retraite qu'il faut retenir aujourd'hui? Je crois qu'il faut annoncer un objectif. Donc 64 ans, c'est un bon objectif? Je trouve que c'est assez logique. Honnêtement, moi je le comprends, cet objectif. Mais pas demain. Il faut le faire progressivement, bien sûr, en laissant vraiment le temps aux générations d'accepter peu à peu que cet âge est reporté. Mais 64 ans, très sincèrement, c'est pas tellement l'âge de départ qui compte, c'est ce que l'on fait à 64 ans. Quel est le travail qu'on vous demande entre 60 et 64, par exemple? Si le travail est allégé, s'il est plus intéressant, si on respecte votre expertise, si votre travail change, si votre rythme de travail change, c'est beaucoup plus acceptable que si vous devez rester tout le temps sur la même tâche jusqu'à 64 ans bien passés. Donc je crois que le fond du débat, il est là. C'est pas tant le nombre d'années, c'est plutôt quelle est la qualité du travail à partir d'un certain âge. Alors on voit que ce conflit dure, était pesant pour tout le monde. Comment est-ce qu'on sort de ce conflit, selon vous? Ah, j'ai pas la solution. Non, je crois qu'on en sort vraiment par la concertation. Il faudrait peut-être... Moi, je vais vous dire ce que j'aurais fait. Bien sûr, c'est tellement facile de dire on aurait dû, il fallait. Mais je crois que le problème de Jean-Paul Delevoye, moi, j'aurais profité de ça, entre parenthèses, qui est quelque chose de très négatif, pour dire, puisque M. Delevoye était la personne qui était reconnue par tout le monde comme ayant la compétence, et tout le monde avait accepté cette personne, dans la mesure où il était empêché pour les ans que l'on connaît, il fallait peut-être profiter de cette situation pour dire, bon, ça ne peut pas continuer comme ça, on remet tout à plat, on arrête, on remet à plat et on recommence. Moi, j'aurais fait ça, parce que c'était le prétexte, la raison qui aurait pu être comprise par tout le monde pour repartir. Parce que là, on est très mal parti. Vous comprenez bien que personne n'est satisfait. Je crains qu'on arrive à la crise des Gilets jaunes, où finalement, on a laissé les choses évoluer. On a fini par prendre des décisions, mais elles étaient trop tard. Et finalement, décisions prises qui coûtent cher, qui coûtent très cher, n'ont rien résolu. Aujourd'hui, tout le monde reste dans la satisfaction malgré tout. Donc, je trouve que c'est quand même assez dommage. Cette crise concernant ce conflit des retraites qui dure depuis plus d'un mois, cette crise a quel impact économique sur la métropole bordelaise? Est-ce que vous avez réussi à le chiffrer déjà? Non, c'est trop tôt. Pour qu'on l'évalue, c'est trop tôt. Alors, il y a la métropole, les commerces, les artisans, les industries, les entreprises de la métropole qui, bien sûr, sont touchées. Aujourd'hui, je n'ai pas d'évaluation. C'est plutôt les chambres consulaires, CCI en particulier, qui font ce type d'études. Nous, en interne à la métropole, on est très peu touchés. Il y a très peu de grévistes. On est entre 5 et 10% de grévistes sur les journées qui sont annoncées comme telles. Donc, il y a assez peu d'impact à l'intérieur de la métropole, pour les agents de la métropole eux-mêmes. Alors, je l'ai dit tout au long de cette émission, nous allons essayer de comprendre, voir comment fonctionne la métropole bordelaise, quelles sont ses ambitions, ses projets, et quel est le poids et le fonctionnement de Bordeaux Métropole pour bien comprendre. Regardez les explications d'Élise Galland et de Didier Bonnet. La métropole bordelaise est la seule en Nouvelle-Aquitaine. Elle compte plus de 780 000 habitants et 28 communes. Un regroupement rendu obligatoire par une loi de 2015. Chaque année, ici, les communes peuvent choisir à la carte de mutualiser certaines de leurs activités. L'informatique, il faut savoir qu'au départ, quand la métropole s'est créée il y a 4 ans, nous avions une douzaine de systèmes d'information pour gérer la paye de l'ensemble des agents et de celles des communes qui avaient mutualisé. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un. Donc c'est une économie de fonctionnement absolument considérable. Des économies, des facilités qui séduisent. Aujourd'hui, 21 communes sur 28 participent à cette mutualisation, une exception bordelaise. Avec ces moyens mis en commun, le nombre d'agents de la métropole est passé de 3 000 à 5 300. Des services mutualisés sur lesquels chaque maire reste maître de sa politique. Aujourd'hui, nous gérons les finances de la ville de Mérignac. Eh bien évidemment, ce n'est pas la métropole qui décide de, par exemple, la politique fiscale ou la politique d'investissement de Mérignac. C'est toujours le maire de Mérignac qui demande au service de mettre en œuvre sa politique. Pas la même latitude en revanche pour les maires sur les compétences que la métropole exerce de plein droit en lieu et place des 28 communes. Elles concernent l'habitat et l'urbanisme, 150 parcs et espaces naturels, l'eau potable, la mobilité avec pas moins de 165 millions de voyages en bus et tram,
la collecte et le traitement des déchets, l'aménagement et l'entretien de 2651 km de voirie, ou encore le développement économique sur ce territoire qui compte 443 000 emplois. Des missions de service public pour un budget d'1,2 milliard d'euros répartis pour moitié entre investissement et fonctionnement. La prochaine mandature comptera 104 élus métropolitains en nombre proportionnel à la population de chaque ville. Leurs noms seront indiqués sur les bulletins de vote des prochaines municipales. Ils éliront le président de la métropole. De sa majorité dépendra la politique choisie, parfois bien loin du pouvoir d'un maire. Alors vous êtes le président de cette énorme structure, on vient voir les objectifs, on vient voir la puissance de Bordeaux Métropole. Vous êtes également le maire du Bouscat, commune qui évidemment est dans la métropole. Quand vous avez les deux casquettes, comme vous avez ces deux casquettes, est-ce que vous ne trouvez pas par moment que la métropole a un peu trop de force par rapport à la commune, et notamment par rapport à un maire de cette communauté? Alors c'est évident que la métropole a une énorme force financière. Une expertise, une ingénierie que les villes n'ont pas, c'est clair. En revanche, c'est une aide pour les villes. Et il ne faut pas comparer la puissance de feu du métropole, qui a pratiquement 1,5 milliard de budget, à une ville comme le Bouscat, qui est à 40 millions au maximum. Et même la ville de Bordeaux, c'est 400 millions. C'est dire le décalage. Mais on n'a pas les mêmes compétences. Donc je crois que les communes doivent travailler toutes ensemble dans la métropole pour apporter le meilleur service dans les compétences de la métropole. On vient de voir la mutualisation et puis les aides apportées par la métropole, mais est-ce que par moment, et oubliez là votre casquette de président de Bordeaux Métropole, est-ce que par moment la métropole vient un peu manger, apporte un peu trop de puissance justement et enlève du pouvoir aux communes? Moi, je ne pense pas. Non, sincèrement, comme maire du Bouscat, ça ne m'a jamais frappé. Non, on n'a pas les mêmes compétences. On a besoin de la métropole pour les mobilités, pour l'action économique, pour la collecte, pour l'assainissement, pour l'eau. Ce ne sont pas des fonctions que le maire revendique forcément. Donc moi, ça ne me gêne pas. Ça ne m'a jamais gêné, très honnêtement. On vient de le voir, donc la métropole, c'est environ 780 000 habitants aujourd'hui. Lorsque Alain Juppé était président de Bordeaux Métropole, il a régulièrement évoqué l'objectif d'atteindre 1 million d'habitants autour de 2030. Ce chiffre est toujours d'actualité, c'est toujours un objectif? Alors, il est d'actualité, mais ça n'est pas un objectif. Voilà la différence. Il l'a été à une époque, il était affiché comme un objectif. Il l'a été, oui, mais sincèrement, je crois que c'est un slogan qu'on a regretté ensuite. Pour quelle raison? Parce que ça faisait peur, surtout ça fait peur à nos habitants qui, eux, sont là, et qui se disent, alors on va être envahis de 200 000 habitants, 250 000 habitants, mais on ne sera plus chez nous, on ne sera plus entre nous, c'est dangereux, voilà. Alors ce n'est pas un objectif, mais ce sera pour autant une réalité, probablement? C'est ça va être une réalité, parce que pratiquement la métropole compte 10 000 habitants de plus chaque année, donc il suffit d'attendre 15 à 20 ans pour que ce chiffre arrive de lui-même. Donc ce n'est pas un objectif, mais ça sera une réalité concrète dans 15 à 20 ans. Quel est l'intérêt, j'ai envie de dire, d'avoir une métropole à 1 million d'habitants? C'est d'être concurrentiel, peser au niveau des métropoles en France et en Europe? C'est ça, donc attirer les entreprises? C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui en Europe, pour peser, il faut être 1 million d'habitants. C'est le chiffre que tout le monde connaît. Alors, ce n'est pas un objectif encore une fois, mais c'est presque une obligation pour peser effectivement vis-à-vis des entreprises. Alors, cela dit, on est à 200 000 de ce chiffre-là, largement. Ça n'empêche pas d'attirer des entreprises extrêmement valorisantes, extrêmement qualitatives. Bien sûr, sur l'aéroparc de Mérignac, on a Thales, on a Dassault, on a Ariane Group, on a Sabena, on a des gens si prestigieux que ça. Et à Saint-Vincent-de-Paul, on a Hermès. C'est vous dire qu'on attire quand même des entreprises de très grande qualité. Alors on voit bien le succès de la métropole bordelaise, n'est-ce pas, au détriment des petites communes rurales qui sont un peu plus loin? Est-ce que vous avez cette réflexion pour éviter ce déséquilibre des territoires? Oui, moi la réflexion, alors Alain Juppé l'avait avant moi, il avait commencé cette métropole coopérative avec certaines villes. Là, c'était surtout avec des villes telles qu'Angoulême, Libourne, Limoges, Mont-de-Marsan cette année, Val-de-Garonne avec Agen. Bon, moi, j'ai considéré depuis 10 mois qu'il fallait aussi s'occuper des territoires tout proches de nous. Le bassin d'Arcachon, le Médoc bien sûr, pourquoi pas le Langonnet, pourquoi pas le Cubzaguais. Et nous avons commencé à avoir des réunions intéressantes avec les représentants, avec les maires notamment, pour vraiment travailler avec eux de manière à savoir comment on pourrait les aider beaucoup plus efficacement dans un tas de domaines. La mobilité, l'université pourquoi pas, le logement bien sûr, l'habitat sont des choses que nous partageons avec ces territoires qui nous sont très proches. Alors cette métropole, on voit bien le succès qu'elle rencontre depuis un certain nombre d'années, mais il y a des conséquences et là ça fait évidemment partie des dossiers que vous avez à régler. Quelles sont les conséquences d'une métropole qui grandit trop vite?
Trop vite, je ne sais pas, en tout cas très vite certainement. Les conséquences, c'est la mobilité. Tout de suite, on comprend bien que toutes ces personnes qui arrivent, c'est des emplois en plus, bien sûr, c'est très bien, mais il y a une mobilité importante parce que malheureusement, tout le monde ne peut pas habiter sur site, ni sur la métropole, donc nous accueillons tous les jours. Quand je dis trop vite, c'est parce qu'il y a une population qui arrive en masse et qu'on n'a pas forcément les infrastructures adaptées pour accueillir cette population. Vous évoquiez les transports. Aujourd'hui, il y a des automobilistes qui, pour aller travailler entre le domicile et le travail, mettent 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. C'est devenu insupportable ? C'est sûr, c'est trop, c'est insupportable, vous avez raison. Raison pour laquelle, avec la région, on a commencé à mettre en place ce fameux RER métropolitain qui marche sur ses 2 pieds. Un côté, un volet ferroviaire, avec ce qu'on appelait le RER métropolitain qui sont les diamétralisations des voies. Entre Libourne-Arcachon par exemple, entre Langon et Saint-Mariens, des transports qui passeront par Bordeaux mais qui ne s'arrêteront pas à Bordeaux, qui continueront bien évidemment pour avoir des choses beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides. Également, et ça c'est une expérience qui a démarré le 2 septembre, c'est des cars express qui vont chercher effectivement les populations dans leur secteur. Donc le car express, le premier, ça a été Créon-Bordeaux. Sachez que le Créon-Bordeaux aujourd'hui, qui part tous les quarts d'heure, aux heures importantes surtout, nous sommes à plus de 800 passagers par jour. Plus de 800. Vous vous rendez compte, c'est l'équivalent de 400 voitures qui ne partent pas, puisque c'est l'aller-retour. 800, c'est donc 400 voyageurs réellement. Et c'est 400 voitures en moins qui rentrent dans Bordeaux. C'est un parc relais, tout simplement. Donc c'est vous dire à quel point c'est important. On voit les mesures que vous êtes en train de prendre, mais est-ce que ces mesures sont suffisantes ? Probablement pas, pour affronter les difficultés que vous avez en face de vous aujourd'hui et qui vont augmenter avec l'arrivée massive justement de cette population. Vous parlez de 2030, 1 million d'habitants. Le transport, la circulation sur la métropole, c'est vraiment le problème majeur. Est-ce qu'il faut prendre des mesures radicales ? Et si oui, lesquelles ? Alors, bien sûr que oui, nous avons commencé. Ces fameux cars express, la décision a été prise il y a moins de 2 ans, donc ils sont aujourd'hui réalité. Créon-Bordeaux, mais également Bassens-Campus, qui est une ligne, un car express qui a été mis en place. Nous avançons quand même rapidement avec Madame la Préfète sur la rocade. Nous allons accélérer le passage à 2 fois 3 voies, c'est en train de se passer. Nous allons ouvrir très vite une concertation pour l'arrivée par la 63 en 3 voies également, pour permettre un accès plus rapide. Voilà des choses qui concrètement vont aller vite. On a bien sûr des concertations en route pour le tram, mais c'est évident que dans les années qui viennent, on s'attend aujourd'hui, nous sommes, pour parler par jour, parce que ça frappe plus les esprits, nous sommes à plus de 500 000 voyageurs par jour sur la métropole bordelaise, quand on cumule tram et bus. Nous serons à plus de 800 000 en 2030. Donc il faut répondre à ça, bien évidemment, il faut trouver des solutions, d'où l'idée d'avoir relancé l'étude sur le métro. Souvenez-vous, il y a 8 à 10 mois, j'avais demandé à ce qu'on réétudie la faisabilité. Les réponses ont été très claires, vous le savez. Est-ce qu'on sait faire aujourd'hui ? La réponse est oui. On est capable de faire un métro à Bordeaux dans des conditions tout à fait acceptables, quel que soit le sous-sol d'ailleurs. Est-ce que c'est pertinent ? La réponse est également oui. C'est même très pertinent pour certaines lignes, avec un équilibre socio-économique extrêmement positif, ce qui n'est pas le cas de toutes les rames de tramway que l'on projette aujourd'hui. Est-ce que c'est cher ? Malheureusement, oui. Mais on le sait. Toulouse met 2 milliards dans une nouvelle ligne de métro. Pourquoi Bordeaux ne mettrait-il pas 1,5 milliard ? Est-ce que c'est indécent ? Est-ce que c'est pas possible ? Donc vous défendez ce projet-là, ce serait quelle échéance ? Moi, je reste... J'ai clairement dit, c'est un outil. C'est un outil qu'on ne va pas actionner aujourd'hui. C'est comme un artisan à son établi, il a l'outil, il le pose à l'établi, il sait qu'il l'a sous la main et le jour où il a besoin, il le prend. Aujourd'hui, la décision n'a pas été prise dans ce sens. C'est un outil qu'il faudra quand même enclencher, qui va nécessiter quand même beaucoup de moyens. Moi, je le pense. Honnêtement, je le pense. Je pense que dans les 10 années qui viennent, on devra remettre cette étude de manière active, très certainement. Alors, à la métropole, vous travaillez sous la forme de contrat de cogestion, on en a souvent parlé. Vous avez un premier vice-président qui est socialiste, qui est donc Alain Anziani, qui est également le maire de Mérignac, et qui n'hésite pas à reconnaître que les élus n'ont peut-être pas anticipé suffisamment certains dossiers. On l'écoute. Il faut qu'on fasse le mea culpa. Je pense que les acteurs politiques, j'en fais partie, nous n'avons pas vu que l'agglomération était très attractive, qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir, beaucoup d'entreprises qui voulaient venir, et que nous n'avons pas anticipé un certain nombre d'équipements. C'est évident, par exemple, pour la 2 fois à 3 voies de la rocade qui va avoir lieu. C'est évident également pour les ponts. On manque de ponts, évidemment, pour relier la rive droite et la rive gauche. C'est évident sur beaucoup de sujets. On a eu du retard dans les équipements. On s'est laissé surprendre par notre propre succès. On entend Alain Anziani, vous partagez son avis. Être un homme politique, c'est aussi prévoir et anticiper. Par moment, ça n'a pas été le cas ? Gouverner, c'est prévoir. Oui. Vous connaissez le dicton comme moi. Prévoir, oui. Il faut prévoir ce qui est prévisible et on est souvent dépassé. La réalité dépasse très souvent les prévisions et c'est vrai que cette attractivité
qui est arrivé assez brutalement malgré tout, qui s'est emballé de manière très conséquente, est allé plus vite qu'on ne le pensait. Pour être très honnête, Alain Juppé lui-même le disait parfois, on est un peu dépassé par une telle attractivité, on en est satisfait et ravi, mais il faut la gérer, il faut la canaliser certainement. Alain Anziani évoquait la nécessité de construire des ponts. Il y en a un qui est en construction, le pont Simone-Veil. Il était à l'arrêt depuis plusieurs mois, mais fin décembre, la justice, en l'occurrence la Cour administrative d'appel, a relancé le projet. Quelles sont aujourd'hui les échéances? Quel sera le calendrier pour que ce pont soit enfin en activité? Alors, c'est très simple. On ne peut pas dire qu'il était à l'arrêt, parce qu'en réalité, ce qui était en attente, c'était la décision de la Cour administrative d'appel pour nous donner l'homologation du contrat que nous avions passé avec Razelbeck de cet avenant, cette transaction. Cela dit, nous n'avons pas attendu que le tribunal se prononce pour quand même continuer, nous, de lancer les appels d'offres pour les entreprises. Certes, mais ce chantier a quand même pris beaucoup de retard, on est d'accord? Oui, mais c'était avant le problème d'homologation, pour être très précis. Mais bon, peu importe. L'important, c'est ce qui est devant nous, bien sûr. Ce qui est devant nous, c'est que les entreprises sont en train de répondre. Nous allons clôturer cette concertation, cette mise en route de marché avant la fin du trimestre, donc fin mars, tout simplement. Nous allons choisir notre futur groupement en tout début d'été, au plus tard en fin d'été, ce qui veut dire que le groupement retenu pourra déjà démarrer tous les préalables pour attaquer les travaux réellement, fin d'année 2020, au plus tard début 2021. Ce qui nous autorise à penser 30 mois de travaux. Ce pont sera opérationnel en 2024 sans problème, voire 2024, fin 2023. donc c'est très long. Oui, voire fin 2023. Pour ceux qui doivent traverser la Garonne tous les matins. Faut-il envisager d'ores et déjà de construire d'autres ponts d'ailleurs? Moi, je pense qu'on a 2 ponts de retard. Alors, en comptant le pont Simone-Veil, ça en fait moins un. Mais il nous resterait un pont à envisager quand même dans des... Il faudrait situer où, selon vous? Assez rapidement. L'idéal serait d'être plutôt en aval, cette fois, d'avoir un pont en aval du pont d'Aquitaine. C'était l'idée de Jean Touzeau, le maire de Lormont. Première étude que j'ai eue sous les yeux hier n'est pas très concluante, parce qu'on n'attend pas un trafic très important, sauf à la mener exprès sur cette partie-là. Ça reste à voir. Un pont qui ferait Bassins-Gradkina, côté Blanquefort, par exemple. Pour l'instant, le trafic ne semblerait pas à la hauteur de l'enjeu de faire un pont. Mais ça se réfléchit, ça se travaille. Un mot très rapidement, parce que nous avons d'autres thèmes à aborder dans cette émission et le temps passe très vite. Un mot sur le logement. Comment faire face à l'arrivée massive de ces habitants et avoir des quartiers construits avec une réflexion, un équilibre? Le chiffre est connu. En termes de logement social, nous devons absolument construire au minimum 3000 logements sociaux par an. C'est la première année depuis 10 ans où nous sommes un peu en dessous. Nous prévoyons 2800 logements sociaux. C'est la prévision de 2019. Donc pour 2020-2021, il y a toujours un décalage d'un an ou deux dans les prévisions par rapport à ce qui est construit vraiment. Donc là, on est un peu en dessous de ce qui est attendu. Ça veut dire qu'il faut faire au minimum 2 fois plus de logements libres. Ça veut dire le chiffre, grosso modo, on est sur 10 000 logements par an et on ne les construit pas aujourd'hui. On est plutôt à 8 000, on est loin du compte. Mais vous avez raison, il faudrait faire 10 000 logements par an pour être à la hauteur de la demande qui nous est faite. Alors évidemment, le nouveau président de Bordeaux Métropole sera élu après les municipales, puisque tout cela va dépendre des élections des nouveaux maires. Quel président pour Bordeaux Métropole en avril prochain? L'analyse de Jean Petot de Sciences Po Bordeaux. Écoutez-le. Même s'il y avait une victoire nette d'un camp, la droite vis-à-vis de la gauche ou la gauche vis-à-vis de la droite, à l'intérieur même de ces camps, de ces blocs, il y aura débat pour savoir si ça doit être, par exemple, le président de la ville-centre ou le maire de la ville-centre qui serait président de la métropole ou un maire de la périphérie. On a connu les 2 configurations, tantôt Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux, tantôt Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de la communauté urbaine de la métropole, tantôt Alain Rousset, Vincent Feltès, maire de la périphérie, Pessac ou Blanquefort. Vous voyez que tout cela peut s'entendre et peut se concevoir. Selon vous, quel sera le président le plus légitime après ces municipales pour prendre la présidence de Bordeaux Métropole? Oui, moi je parle de légitimité, je pense que c'est le maire de Bordeaux qui doit être le président. Ça me paraît quand même plus simple pour les services, c'est quand même la grande ville-centre, donc il y a une vraie réalité. Vous le savez, moi je soutiens Nicolas Florian parce que c'est quelqu'un de très compétent et quelqu'un de jeune. Et je trouve que ce serait très logique qu'un maire de 50 ans devienne président de la métropole. On part là aussi pour 2, voire 3 mandats. On s'inscrit dans la durée, dans l'efficacité également, mais dans la cogestion, bien évidemment. Alors justement, cette cogestion qui existe depuis 1968 avec Jacques Chaban-Delmas, qui fonctionne toujours extrêmement bien aujourd'hui, on peut le dire. On a parlé on a vu Alain Anziani tout à l'heure. Pour vous, il faut poursuivre ce système de cogestion? Ah oui, j'en suis convaincu. C'est efficace.
On ne perd pas plus de temps que ce qu'on veut bien nous dire. Et je crois que les populations attendent vraiment de leurs élus. Il y a deux choses en politique. Il y a le combat politique, qui est le temps des élections. C'est le combat politique. Mais une fois que ce combat est terminé, l'élection étant passée, on se met tous ensemble derrière un projet commun qu'on a partagé et qu'on fait avancer tous ensemble dans la cogestion. Dès l'instant où tout le monde est écouté, que le président soit de droite, de gauche, du centre, vert ou tout ce que l'on veut, dès l'instant où tout le monde est écouté, tout le monde travaille, il n'y a pas de grosses difficultés. Cogestion qui existait lorsqu'il y avait deux blocs, la droite, la gauche. Ces élections municipales risquent d'apporter d'autres résultats. On voit que le paysage politique change, peut-être plutôt 4 forces politiques. Exactement. Vous serez toujours en capacité de mettre en place la cogestion ? Je l'espère. Et moi j'y mettrai toute mon énergie pour que ce soit bien une cogestion, même s'il y a 4 pôles, en ajoutant effectivement le vert et le centre, d'une manière générale, en parlant de la République En Marche. Non, moi je le souhaite vraiment. Je mettrai toute mon énergie pour que vraiment cette cogestion continue d'avancer comme ça, parce que c'est la meilleure méthode, j'en suis très, très, très intimement convaincu. Patrick Beauvais, merci. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.